J'ai vu pendant les années 70, vers 85-86, des artistes qui décollaient, qui commençaient à bien gagner leur vie et créant même des concurrences, des états de concurrence entre artistes. Avant, on prenait un verre ensemble, on se disputait sur l'art, c'était très amusant. Mais une fois que l'argent est venu se mêler, ça a changé. Évidemment, l'argent appelle l'argent, les galeristes sont venus, on a vendu de plus en plus cher. Maintenant, pour un collectionneur normal, il n'est presque plus possible d'acheter de l'art de haut vol, tellement que c'est cher. Et donc, c'est un peu triste. Donc, quand même un constat un peu amer de cette évolution. Oui. En philosophie, on parle de l'inversement du but et des moyens. Le but étant l'art, le moyen étant l'argent. Maintenant, c'est l'argent, c'est l'investissement qui devient le but. Si bien qu'on invite des collectionneurs dans des podcasts financiers. Oui. Celui qui détient une des plus belles collections d'art contemporain belge, c'est Francis. Habitant dans la région de Gand, cet homme d'affaires issu d'une dynastie du textile a recueilli depuis plus de 50 ans les œuvres marquantes de son époque, d'abord dans l'esprit de soutenir les artistes du pays, mais avec le temps, son patrimoine, plus de 600 pièces, a pris de la valeur. Dans cet épisode, Francis nous ouvrira son portefeuille d'amoureux de l'art. Il possède une collection d'œuvres uniques, notamment des années 70 et 80, et essentiellement constituée d'artistes belges. Il nous expliquera aussi pourquoi il se fait accompagner par l'Art Advisor d'une banque privée. Art Advisor que nous avons également interrogé dans ce nouvel épisode du podcast Tracker. Elle nous donnera d'ailleurs quelques conseils pour se lancer en tant que collectionneur en détaillant les différentes vies que peut avoir une œuvre d'art. Mais tout de suite, on retrouve Francis. Il nous explique pourquoi il n'aime pas être considéré comme un investisseur. Quand vous avez commencé à vous intéresser à l'art contemporain et à devenir ce qu'on appelle un collectionneur? Je crois que je ne suis pas un collectionneur. Je vais vous expliquer pourquoi. En 1979, l'assistant directeur du musée Van Abbe de Eindhoven, Jan de Boot, ensemble avec un jeune étudiant fraîchement terminant ses études, Joost de Klerk, ont commencé à Gand le Goat. Et comme je connaissais de Boot du temps de mes études à Gand, il m'a demandé, comme j'étais homme d'affaires, si je pouvais faire ou si je voulais faire part du conseil d'administration, disons que voilà, avec un homme d'affaires, quand nous décollons un peu trop du sol, vous allez nous remettre les pieds sur terre. Ainsi, je suis arrivé dans ce Goat, ne connaissant rien sur l'art. Si, je visitais de temps en temps un musée, mais l'art contemporain, je connaissais rien du tout, nada. Et puis, petit à petit, les expositions se sont faites et tous les grands du monde passaient là. Les Américains, Sol LeWitt, Dan Graham, les Français, Buren, Toroni, les Allemands, Kiekoll, Kiefer, Emendorf, Middendorf. Tous passaient par là. Et aussi les Belges. Et en 1979, il faut savoir, il n'y avait pas grand-chose en Belgique. Il y avait encore 2 galeries qui avait la taille, et il y avait Yanout qui venait de commencer 3 ans auparavant, pas beaucoup plus. Donc il n'y avait pas grand-chose pour soutenir l'art belge. Et les artistes belges, qui étaient tout aussi bons et aussi forts que leurs copains français ou américains, se plaignaient de la situation belge. Et je me suis souvenu de 50 ans auparavant, qui avait à Courtrai, et je suis courtraisien de naissance aussi, un textilien, et je suis textilien aussi, qui, pendant les années 20-30, a soutenu l'art expressionniste belge, avec surtout l'école de la Thème, avec Permeek, avec Titkat, avec Van de Woesteenet et autres. Et c'était M. Herbert, le père d'Anton Herbert. Et je me suis dit, voilà, si ce monsieur, à cette époque-là, a soutenu l'art, moi, je vais soutenir l'art. Et je n'étais pas tout de suite collectionneur, parce que dans du temps de l'art conceptuel, on était un peu contre les musées, contre les galeries, contre le monde de l'art. On voulait de l'art pour l'art. Et je gobais ça, évidemment, et je voulais surtout pas être collectionneur, mais je voulais bien soutenir les artistes, surtout belges.
ce que j'ai fait. J'ai donné pendant 1 an un salaire à Jan Verkreus. J'ai bougé terre et ciel pour avoir des tissus à la bonne couleur pour Lily du Joury. J'ai fait filer des petites ficelles aux couleurs belges pour Jeff Gaze, etc. Petit à petit, j'aidais les artistes et ainsi on se faisait des amis. Et de temps en temps, on achetait quelque chose pour qu'ils aient un peu d'argent pour qu'ils puissent continuer leur travail. Pour les soutenir. Pour les soutenir. Et alors, c'est quand que l'idée est passée au fur et à mesure des soutiens, au fur et à mesure des contacts, je commence en fait à avoir une collection. Oui, aussi bien qu'après 5, 6, 7 ans, si un critique d'art américain ou français voulait savoir ce qui se passait sur la scène belge, eh bien, il venait chez moi parce que j'avais une panoplie, j'avais un échantillon de ce qui se passait principalement en art contemporain belge, qui était encore fort conceptuel à cette époque. Et est-ce qu'on parlait déjà d'un patrimoine? Est-ce que c'était déjà valorisé ou c'était vraiment par pur philanthropisme? Cher monsieur, ce n'est toujours pas valorisé. Je ne sais pas ce que ça vaut. En tant que patrimoine, je n'ai jamais investi, ça il faut le dire. Et je n'ai jamais vendu non plus. Mais maintenant, j'ai une collection, on peut l'appeler une collection de 650 pièces dans 170 artistes différents, que je connais à peu près tous. Mmh. Donc c'est quand même la base de chaque acquisition. Au préalable, il y a un rapport de proximité avec les artistes. Oui. Et dans toutes ces rencontres, quelles ont été les plus marquantes pour vous? C'est très différent à travers les 40 ans, mais les premières 10 années ont été les plus intenses, il faut le dire. Après 10 ans, moi j'ai un peu ralenti pendant les années 90, et puis j'ai été très malade et j'ai tout vendu, et je suis retourné à l'université, j'ai fait la philosophie, puis je suis un peu reparti. Mais bon, les premières 10 années de 79 à 90 ont été très intenses. Et les artistes les plus marquants étaient les 4 grands de l'époque, Jacques Charlier, Jeff Gaze, Jan Verkreus, Lily du Joury, suivi par Walter Svennen, par Mart Wiery, par qui encore? Bon, les gens de l'époque, quoi. Mmh. Et vous avez dit au début il n'y avait pas grand-chose pour que les artistes puissent être exposés. Aujourd'hui, Bruxelles ou la Belgique en général est quand même une belle place dans le monde de l'art contemporain. Il y a des grandes galeries qui s'installent chaque année. Au-delà de ça, est-ce que vous vous êtes déjà dit que en soutenant des artistes, vous faites aussi travailler votre argent d'une certaine manière? C'est un constat, mais ce n'est pas le but. Mais c'est un constat, en effet. J'ai acheté en 82, 83 un petit bâton de Cadéré pour 7 000 francs et il vaut 70 000 euros maintenant. Donc c'est bien. Je suis content. Mais je ne le vendrai jamais. Donc c'est comme une bonne bouteille de vin. Si vous ne la buvez pas, elle est là. Elle garde sa valeur et éventuellement. Et alors, ce qui est aussi intéressant avec les collectionneurs, j'imagine qu'ils créent aussi des pôles d'attention. J'imagine que si demain vous soutenez un artiste émergent, votre collection va aussi lui donner un peu de lumière. Ça, c'est un fait. Et j'en suis fier et content pour eux. Parce qu'un jeune artiste qui commence et Francis de Beer tombe dessus et il l'achète, il peut dire, de Beer a acheté une œuvre, je suis dans la collection de Beer, donc c'est qu'on croit dans mon savoir-faire. Et dans votre quotidien, est-ce que vous consultez souvent votre collection? Vous allez souvent voir les œuvres? Est-ce qu'elles sont exposées d'ailleurs? Tout au début, les œuvres étaient tellement bizarres et tellement conceptuelles que je n'ai pas voulu les accrocher chez moi à la maison. D'ailleurs, c'est une autre discussion. Est-ce que l'art, c'est de la décoration? Non, pas en premier lieu. Quand l'art est beau, ça peut servir comme décoration. Mais l'art, c'est pas de la décoration. Donc, première chose. Secondo, une fois qu'on dépasse un certain nombre d'œuvres, on peut un peu les accrocher chez soi, un peu au bureau, mais puis c'est fini.
Et puis j'ai acheté un lieu, une grange près de Gand, que j'ai aménagé, que j'ai isolé. Et j'avais 650 mètres de surface pour accrocher. C'était bien. Mais les conditions atmosphériques n'étaient pas assez bonnes. Et donc j'ai tout ramené chez moi, de l'autre côté de Gand, où j'ai transformé un vieux garage et une petite grange. Et j'ai tout isolé. J'ai mis du chauffage au sol. J'ai mis l'air conditionné, donc maintenant les œuvres sont bien accrochées dans des rayons, un peu comme les marchands de tapis, savez-vous, et en bon état de conservation, et c'est bien. Ensemble avec la bibliothèque, la documentation, les archives de chaque artiste, évidemment, je tiens toute la documentation et les articles de presse qui paraissent, etc. C'est assez gai. Assez gai, mais c'est aussi fastidieux comme travail de suivre l'actualité de centaines d'artistes et de se tenir informé des nouvelles tendances et de l'agenda des expositions. En plus de ça, tenir une collection d'œuvres d'art implique toute une série d'impératifs administratifs, fiscaux ou financiers. Pour l'accompagner dans ce travail de l'ombre, Francis fait appel à une conseillère en art, Sophie Klauart, Art Advisor chez Puilatco. Elle-même passionnée d'art, elle oriente les collectionneurs et les investisseurs dans leurs acquisitions. Nous l'avons rencontrée pour lui demander quelques conseils en la matière. Et contrairement à la bourse, où il vaut mieux mettre ses émotions de côté, investir dans l'art implique de facto des achats passionnés. Monsieur Debert, j'imagine, Sophie, c'est un client particulier pour vous. Tout à fait. À quel point est-ce qu'il est singulier par rapport aux autres? Déjà parce que Monsieur Debert, il sait très bien ce qu'il veut. C'est lui qui a, dans les années 70, développé... je vais pas appeler ça une collection, je vais pas vous contredire, développer ses liens avec ses artistes en les soutenant et en achetant de fil en aiguille de plus en plus d'œuvres. Et Monsieur Debert est quand même quelqu'un qui est dans cette démarche depuis très très longtemps. Et typiquement, c'est un collectionneur, si je puis dire, qui n'a pas forcément besoin de conseils comme nous les proposons, comme un autre collectionneur le demanderait. C'est-à-dire des conseils pour se diriger vers un type d'art, certains artistes, des demandes, où acheter quoi, où vendre quoi. C'est vrai que parmi ma clientèle, moi j'ai vraiment des types de clients, des types de collectionneurs ou non collectionneurs qui souhaitent commencer à collectionner très très différents. Et chaque personne a vraiment sa propre série de questions. Récemment, il y a un client qui m'a contacté, qui n'a jamais acheté de l'art, qui dit j'ai un certain budget, je souhaite commencer une collection. Comment est-ce que je fais ? Ça, c'est un type de cas de figure. Il y a des personnes qui sont déjà des collectionneurs établis, qui parfois se demandent, je souhaite vendre une œuvre, où est-ce que je peux la vendre ? Des questions par rapport aux assurances, par rapport au transport, par rapport au stockage, etc., etc. Et puis en interne aussi, on travaille avec nos wealth managers, avec nos client advisors pour des questions de transmission patrimoniale, impôts. Donc chaque cas de figure est vraiment extrêmement différent. Oui, une collection, ça peut très vite approcher du million d'euros ou dépasser. Oui, déjà, on a différents types de collections. Donc, en termes de valeur, on a différents types aussi d'œuvres dans les collections. Là, on parle surtout d'art contemporain. Mais parmi la clientèle, on a aussi des gens qui ont des antiquités, des tableaux anciens, des voitures anciennes. Parce que le conseil en art ne se limite pas à l'art avec le grand A. Donc, c'est aussi les objets de collection. On a un réseau assez établi aussi pour conseiller les gens en voitures de collection, en vin, montres de luxe, objets de luxe, etc. Donc, ça va très, très loin. Alors, en préparant le podcast, vous avez attiré notre attention sur les différentes phases de vie d'une œuvre. Est-ce que vous pouvez un petit peu schématiser ces différentes phases de vie et comment ça commence en fait? Les différents cycles de vie d'une collection. Donc on a toute la période avant l'achat, pendant l'achat, la période pendant laquelle l'œuvre se trouve dans la collection, et puis tout ce qui est
la vente ou la transmission. Et en fait, ces 3 grands piliers, dans chaque pilier, il y a toute une série de questions qu'on peut se poser. Donc avant l'achat, quelle stratégie est-ce que je souhaite mettre en place ? Quel budget est-ce que j'ai de disponible pour développer une collection ? Est-ce que je veux collectionner de manière horizontale ou verticale, etc., etc. À l'achat, se poser les bonnes questions. Donc c'est vrai que c'est important de choisir avec le cœur, mais d'acheter avec la tête. Moi, je vais pas choisir les œuvres pour mes clients. Pas du tout. Eux, ils doivent vraiment se laisser guider par leur choix personnel, leur vision, leur passion, etc. Une fois qu'ils ont identifié une œuvre, moi, je peux en effet entrer en jeu en me posant les bonnes questions. Y a-t-il la bonne documentation ? Est-ce que le prix fait sens ? Où est-ce qu'on achète l'œuvre ? Etc., etc. Pendant que l'œuvre est dans une collection, il y a toutes les questions de conservation, restauration, stockage, inventorisation. C'est toujours bien de garder un inventaire avec certaines valeurs, avec toutes les documentations pour pouvoir avoir une liste exhaustive de ce qu'on a chez soi, la manière de stocker. Et ça, Francis nous l'a aussi très bien expliqué, que lui, il a fait réaliser chez lui donc un espace tout à fait climatisé, c'est très important. Les questions d'assurance, les questions de transport, de prêt aussi en musée. C'est toujours bien, si l'on veut, de faire circuler les œuvres, si possible. Et puis, dernier pilier, transmission, vente. Penser à la génération future. Parce qu'on est collectionneur de son vivant, mais qu'est-ce qui va se passer après ? Comment le transmettre à nos enfants ? Est-ce que la génération future est intéressée ou non ? Comment optimiser aussi d'un point de vue des impôts, etc., etc. Place au scan de la collection de Francis. Comme vous l'avez déjà entendu dans le podcast, il s'agit d'une collection composée de centaines d'œuvres. En plus de leur valeur en euros, elles ont surtout une valeur immatérielle pour notre invité de la semaine. Oui, donc vous, dans ce que Sophie explique, vous êtes plutôt buy and hold, comme on dit en bourse. Buy and hold, mais je suis aussi père de famille et grand-père. Donc la transmission, pour moi, est un thème important. Et j'y travaille. Et j'imagine que c'est aussi un travail qui passe par montrer l'intérêt que vous avez pour les artistes à vos descendants, à votre famille. Que on sort vite du côté marchand en fait. Ça vous intéresse plus de transmettre l'histoire de l'art, la démarche des artistes. Je suis conscient que ma collection a une dimension historique et qu'elle est un échantillon de ce qui s'est passé pendant la seconde ou le troisième tiers du XXe siècle. Et en soi, ça peut être une documentation pour les historiens de l'art. Ce que mes enfants et petits-enfants vont faire après la mort, en fait, je m'en fous. Mais je leur dis la valeur historique de la collection. Oui, ça, ils comprennent très bien. Ils sont sensibles. Ils sont sensibles, oui. À cet argument. Je pense que on a beaucoup de clichés sur quand on parle d'argent dans l'art contemporain notamment, et on pense tout de suite au record en fait. On pense tout de suite à Kunz, à ces gens qui vendent à des millions d'euros. Si vous étiez à la place d'un de nos auditeurs, à quoi il doit faire attention ? Comment est-ce qu'il peut s'intéresser à l'art contemporain ? C'est important quand on collectionne de savoir quel est le fil rouge de la collection. Il ne faut pas acheter plic-ploc. Il faut se tracer une voie. Voilà, moi, Francis Debert, je veux acheter, soutenir l'art contemporain belge. L'art belge, c'est beaucoup de littérature, beaucoup de mots, beaucoup de jeux de mots. Depuis Bruegel jusqu'à Brotards et Verkreuz. Le mot est important, le verbe est important, la littérature est importante. Il y a aussi l'humour dans l'art belge. Il y a la dérision, l'autodérision. C'est très important. Et dans toute ma collection, il y a cet humour, il y a cette dérision. Quelqu'un d'autre qui veut chercher l'art abstrait, c'est très bien, mais il doit savoir ce qu'il veut savoir et pourquoi l'art abstrait. C'est d'ailleurs une autre discussion. Pour un collectionneur débutant, il y a des excellents tableaux, excellents dessins aux alentours de 1 000, 2 000 euros. Vraiment. La lithographie, c'est un excellent moyen pour un jeune pour commencer. Ça coûte pas cher et ça peut être très beau.
Et alors, sur ces 50 ans à peu près de recherche et de collection, j'imagine que c'était pas tous les jours rose, que parfois il y a eu des œuvres qui ont été endommagées ou perdues ou mal... Est-ce que vous avez aussi des échecs un petit peu à nous raconter ou des moments où c'était moins facile d'être collectionneur pour vous? Oh, des grands échecs, non. Des petits échecs, des petits malheurs, oui. Et puis, il y a des excellents restaurateurs et on fait restaurer. Des petits malheurs comme renverser son café sur un vermeil? Non, ça je n'ai pas eu. Mais ce que j'ai eu, c'est des petites taches d'humidité sur un dessin. Alors, dans la mesure du possible, on fait enlever. Il y a 40 ans, j'ai acheté un tableau de Walter Swennen. Et il avait accroché avec 5 petits clous. Évidemment, après 30 ans, tout ce tableau, il est craquelé et mal tenu. Alors je l'ai fait dans la mesure du possible, rendre un peu plus plat. Et puis j'ai mis une centaine, ou fait mettre une centaine de clous. Et puis derrière un cadre en verre, et il ne bougera plus jamais. Mais si je n'étais pas intervenu, cette œuvre serait perdue. Oui, donc il y a quand même un investissement aussi à réaliser pour maintenir sa collection. Ça s'appelle la conservation. Oui, pour conserver ses œuvres. Oui. Vous avez expliqué de chauffage au sol, j'imagine, c'est pour éviter l'humidité. Oui, et une température constante. On a reçu ici dans nos podcasts un collectionneur de baskets, un collectionneur de montres et un collectionneur de vin. En tout cas, on a déjà comme ça pu voir plusieurs types d'investissements dits alternatifs. Quand est-ce que vous dites que vous faites quand même de l'investissement alternatif? Jamais. Non, je ne pense pas à ça. Je ne pense pas à la valeur. Je pense à ce que l'œuvre me fait, me dit, me parle. Je deviens philosophe, là, si je peux, dans ce monde d'argent. Oui, allez-y. Je n'ai trouvé dans ma vie que 3 moyens pour répondre à la question « Qu'est-ce que je fais ici sur cette terre? Quel est le sens de la vie ?» C'est la philosophie, c'est la religion et c'est l'art. Qu'est-ce qui nous arrive? Dans quel monde vivons-nous? Quel est le sens, la signification? Or, l'art, c'est comme la parole, c'est des symboles. On a besoin de symboles pour exprimer ce que l'inexprimable, l'ineffable, l'amour, la haine, la paix, le changement climatique. On peut en discuter, on n'a jamais fini. En art, on n'a jamais fini. Il faut toujours inventer d'autres moyens pour expliquer le monde et le sens et la signification. Et ça, c'est très important pour moi dans l'art. Répondre à la question « Qu'est-ce qu'on fout ici ?» Et évidemment, on trouve une réponse ou un début de réponse. En tout cas, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Ouais. À quelle fréquence vous allez visiter des expositions, aller dans des ateliers d'artistes? Est-ce que c'est vraiment dans votre quotidien ou c'est plutôt de manière sporadique? Il ne faut pas le dire à ma femme, mais j'achète à peu près une petite œuvre par mois. On dira rien. Et il y a 2 façons. Il y a les galeries qui vous invitent, et ça vous intéresse pas. Il y a les grandes expositions, aussi bien d'art contemporain que de l'art ancien, parce que l'art contemporain est assis et se nourrit de l'art ancien. Et il y a aussi le bouche à oreille. Il y a beaucoup d'artistes qui ont des copains, des copines. Allez un peu voir celui-là ou celui-là. Il y a aussi les académies, Anvers, Bruxelles, Courtrai, où les jeunes font leurs travaux de fin d'année. Allez voir ça, voir ce qu'ils font, voir ce qu'ils pensent, voir comment ils abordent le monde. Tout ça est intéressant. C'est l'heure de la question au tracker de l'écho. Comme à chaque épisode, nous demandons à nos invités d'entrer en interaction avec vous en vous posant une question à laquelle vous pouvez répondre sur notre groupe Les Traqueurs de l'écho sur Facebook ou en nous écrivant à l'adresse podcast@lecho.be. On écoute la question de Francis. J'aimerais demander aux traqueurs de l'écho qui collectionnent, qui se mettent à collectionner,
s'ils savent ce qu'ils font. Est-ce qu'ils le font comme investissement ou est-ce qu'ils le font par passion? Ou est-ce qu'ils le font par intérêt? Ou est-ce qu'ils le font par la recherche de la beauté, de l'harmonie, de l'évolution dans le monde? Parce que c'est bien plus important que bêtement l'argent pour l'argent. Envie de répondre à Francis ou d'entrer en contact avec nous pour pourquoi pas nous raconter votre histoire avec la bourse? Venez rejoindre notre groupe Les Traqueurs de l'écho sur Facebook ou écrivez-nous à l'adresse podcast@leco.be. C'était Salim Nesba au micro et Julie Garrigue à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tracker, le podcast de l'écho qui suit les nouveaux investisseurs. À la semaine prochaine.